Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Ce livre est la déclaration d'estime d'un psychologue aux pédagogues qui refusent de baisser les bras devant les difficultés scolaires les plus aiguës. Il leur est dédié et destiné, ainsi qu'aux psychologues de l'éducation qui travaillent à l'épanouissement des enfants à l'école. Il leur propose des notions pouvant se révéler utiles et un encouragement à poursuivre et à échanger avec leurs pairs. Il n'est pas un traité de soutien scolaire. On n'y trouvera ni exercice, ni méthode détaillée, ni programme, ni dispositif, ni outils didactiques, mais peut-être de quoi se les construire. Il traite de pédagogie clinique, cette étude concrète et précise de tous les facteurs humains intervenant dans la relation éducative. Il met en lumière cette approche volontariste de la pédagogie clinique que j'appelle la pédagogie résiliente. Il peut en ce sens aider la hiérarchie enseignante, les formateurs, les conseillers pédagogiques, à analyser les besoins des professeurs afin de mettre à leur disposition les moyens les plus adaptés au soutien des scolarités fragiles. Moyens en compétences humaines, accompagnement, supervision, au moins autant qu'en matériel ou en heures rétribuées. Sa lecture retiendra, nous l'espérons, l'attention de nos collègues psychologues scolaires et conseillers d'orientation psychologues. Soutenir les enseignants est une activité très sportive, et qui n'entre en rien dans leur mission officielle. Ils pourront donc s'y adonner sans avoir à dire oui, chef. Bien, chef. Comme ils ont à le faire quand l'administration mène une de ces campagnes d'affichage et de chiffres dont elle croit devoir intoxiquer les médias pour les calmer. Après tout, soutenir les enseignants, ce n'est pas entrer en rébellion ouverte, mais simplement rendre au métier de psychologue l'hommage de la pertinence. Soutenir un professeur sur 5 plutôt que la moitié des élèves d'un établissement scolaire, n'est-ce pas un calcul raisonnable ? Ils emprunteront avec profit aux pionniers de la psychologie leur bel enthousiasme. Cette discipline issue de la médecine s'est déployée dès la fin du XVIIIe siècle, non parce qu'elle était attendue, mais parce qu'elle défrichait des terres sauvages immenses, souvent hostiles. La normalité, la misère, la marginalité, la folie, la différence dans tous ces états. Elle les a arpentés, labourés puis semés, en partie d'objets d'études scientifiques et en partie de pratiques novatrices, souvent iconoclastes. Pourquoi leur successeur actuel n'ouvrirait-il pas un nouveau chantier, la pédagogie résiliente ? On écrit toujours, paraît-il, le livre qu'on aurait voulu lire. Je n'échappe pas à la règle. J'avais plusieurs fois suggéré à mon ami Jacques Lévin, psychanalyste d'enfants, collaborateur d'Henri Wallon et fidèle compagnon de route des enseignants, de poser sa valise d'animateur de groupe de parole pour rédiger une synthèse de ses réflexions qui embrassaient un demi-siècle de pratique. Il est parti en 2008 en laissant à la postérité quelques écrits, le plus souvent collectifs, mais pas la somme que j'attendais. Aussi n'ai-je pas été surpris de sentir sa présence invisible à mes côtés, lors de la rédaction de l'ouvrage, commentant mes développements d'un sourire tour à tour amusé, affectueux, enthousiaste. Avant lui, 3 personnes m'avaient fait entrevoir que le métier de pédagogue était le plus beau métier du monde. Mon instituteur, Roger Tal, mon professeur de lettres, Anicet Sénéchal, et mon professeur de philosophie, Maurice Clavel. Bien des convictions exprimées dans cet essai émanent de leurs souvenirs, autant que de leur enseignement, et s'il retient l'attention de lecteurs non professionnels, ce sera un peu grâce à eux. Je pense à tous ces anciens élèves qui ont eu la chance d'éprouver affection et confiance, de la part d'eux et pour leurs enseignants. À cela aussi j'aimerais dédier ce livre, qui s'adresse à tout adulte aimant dialoguer avec un livre, prêt à être interpellé par lui et à l'interpeller à son tour, pour qui la compétence se nourrit de questionnements, de recherches personnelles comme de tentatives collégiales. Aux professionnels investis dans sa pratique, prêt à soutenir l'enfant en difficulté, s'efforçant pour cela de sentir où il en est. Mon approche théorique de l'enfant se réfère à l'école freudienne de Londres, à Freud, M. Klein, W. Bion, D. Winnicott et M. Balin, à l'école de communication humaine de Palo Alto, G. Betson, P. Václavic, et aux psychanalystes C. Rogers, L. Vygotsky et S. Ferenczi. Il n'est pas besoin d'être soi-même psychologue pour lire et apprécier les travaux de ces praticiens. La profondeur de la pensée se conjugue souvent avec la simplicité de l'expression. Tout au long de l'ouvrage, j'ai adopté le parti pris suivant: penser du point de vue de l'enfant, à partir de son économie émotionnelle et cognitive. C'est une habitude indispensable lorsqu'on s'occupe de scolarité fragile,
mais cela devrait devenir machinal. Tous les élèves y gagneraient. Autre parti pris, écrire en italique les termes ou les périphrases que nous employons dans le contexte de la pédagogie résiliente. Certains sont déjà utilisés en pédagogie clinique ou en psychologie, d'autres sont des adaptations, des bricolages maison. En fin de volume, un index permettra au lecteur de retrouver le sens de termes ou d'expressions par le contexte. SCOLARITES fragile, inadaptation, handicap. Faire alliance pour l'enfant. Lorsqu'une famille réalise qu'un de ses enfants présente un handicap, une difficulté de développement ou d'adaptation, elle attend de chacun de ses membres, proches ou éloignés, un regard bienveillant, une attitude fraternelle. Mais en fait, l'enfant suscite souvent des dissensions, des brouilles pouvant aller jusqu'à la rupture. La famille en éprouve du chagrin, du découragement, un étrange malaise où se mêlent sentiment de gâchis et perte de confiance dans ses semblables. Il en va de même pour l'école. Face à un élève qui fait problème, chaque membre de la communauté éducative réagit de façon différente, positivement ou négativement. Et pourtant, qu'on l'adopte ou qu'on le rejette, personne ne peut escompter d'un petit bossu qu'il se redresse d'un coup pour ne plus gêner celui qui le regarde, ni d'un enfant malheureux ou mal élevé qu'il nous fasse soudain des grâces en classe. D'où vient que certains se sentent en sympathie avec cet enfant, tandis que d'autres se tiennent à bonne distance affective ou même éprouvent une singulière antipathie. Certains enseignants ont pris une position éthique qui les engage dans le long terme. Adopter tous leurs élèves, n'en rejeter aucun, quelque effort que cela puisse leur coûter, et quelque énergie que mette l'enfant pour se faire détester d'eux. Peut-on parler de saints laïcs ? De magiciens en tout cas. Tout au long de ma vie professionnelle, je les ai rencontrés. Je les ai vus parfois travailler en groupe de pairs, tantôt plongés dans le silence de la pensée, tantôt pépiant comme des oisillons. Durant les sessions de soutien au soutien, ces groupes de SOS, animés par Jacques Lévin et que j'ai adaptés à ma pratique de conseiller d'orientation psychologue. Le dénominateur commun de ces pédagogues, ne plus se satisfaire de voir l'élève comme cas difficile, enfant inadapté. S'ils s'y sentent poussés par la situation récurrente qu'ils vivent en classe, ils viennent devant leur père déposer leur exaspération, leur rejet, en espérant que le groupe saura les tirer de l'impasse en imaginant pour eux, et pour tous par ricochet, des modifications de la situation éducative douloureuse. Les mots travaillent le réel. Chacun de nous l'a vérifié. Parler d'une situation, c'est déjà la modifier. C'est si vrai que parfois il suffit de modifier l'étiquette d'un fait social pour lui offrir la chance d'un nouveau regard, d'une nouvelle attitude, d'une nouvelle pratique. Ainsi les grossesses à risque sont-elles devenues par la magie d'un médecin poète, des grossesses précieuses. Ce qui est vrai à l'hôpital est vrai à l'école. Un ensemble cohérent de termes, de formules peuvent être utilisés comme des outils proactifs, antidécepteurs, des invitations à tourner son esprit vers ce qui répare et restaure, non vers ce qui détruit ou péjoré. En changeant de vocable, les grossesses à risque ont vu se modifier le paysage mental des personnes concernées. La future parturiente, dont la grossesse précieuse devient promesse de chouchoutage par le personnel soignant, ce personnel lui-même qui remplace avantageusement l'épée de Damoclès du risque et sa culpabilisation anticipée, par le challenge dynamique de l'enfant précieux confié par la société aux bons soins de leurs compétences. Désormais, avant même que commence le travail de la parturiente, c'est une ruche, un nous qui est déjà au travail. Sans oublier l'enfant, caché pour le moment dans sa coquille placentaire mais bien présent déjà dans les attentes, les fantasmes. Il est sûrement satisfait d'être devenu un bien précieux, de cesser d'être seulement un risque pour sa mère. Gageons qu'en cas d'insuccès, ces connotations positives joueront leur rôle dans le ressenti de tous les protagonistes et dans leurs propos, ouvrant au mieux au travail de deuil. La sémantique accompagne efficacement l'évolution des mentalités, ici vers le care. Le terme de grossesse précieuse crée un champ émotionnel, cognitif et opératoire coopératif, non conflictuel, congruent, où tous sont gagnants. Dans le pire des cas, ils auront à vivre le deuil, mais ensemble. C'est ce qui permet au chagrin parfois, de se dire, de se vivre, de se partager, et à la dépression de ne pas se blottir dans les bras froids, non consolateurs du déni. J'appelle faire alliance ce phénomène mental, qui peut partir d'un simple vocable, d'une initiative isolée, mais qui parvient à induire des actions synchrones, riches d'encouragement réciproque. Alors oui, décidément,
À l'école comme à l'hôpital, parlons-nous. Cherchons nos mots, choisissons-les avec soin. En nommant au plus juste la situation vécue, nous la modifions déjà. Le concept de scolarité fragile. Les grossesses précieuses dont hérite l'école ont pour nom cas difficiles, enfants inadaptés ou turbulents, absentéistes occasionnels ou de longue durée. Décidons une fois pour toutes de renommer ces parcours de scolarisation marqués très tôt par l'inadaptation et par la nécessité où ils placent l'école d'improviser des remédiations ajustées, remodelées et réévaluées sans cesse. De Crowley les désignait sous le terme volontairement vague d'enfants irréguliers, car décalés, non conformes, désespérants, inaptes à développer par eux seuls des conduites adaptées, orientées vers ce but censément pertinent, devenir grand. Nous y reviendrons. Le désir de devenir adulte ne va pas de soi, surtout s'il n'a pas au moins partiellement été conçu par d'autres. Comme la vie biologique, la vie psychique passe par l'ensemencement. Et si nous donnions à ces parcours un même vocable, les scolarités fragiles ? Adopter un terme unique pour désigner les handicaps sensoriels, moteurs, sociaux, cardiaques, rénaux, les mucoviscidoses, les ignorances de l'écrit ou de la langue française, l'hyperactivité ou l'agressivité permanente, cela semble terriblement désinvolte. L'est-ce vraiment ? Si l'administration consentait à y réfléchir, elle écarterait de son champ lexical les marqueurs négatifs qui stigmatisent l'enfant et préviennent dans sa défaveur les professeurs, en pourvoyant leurs expériences négatives d'une caution qui les renforce. Elle pratiquerait le volontarisme de la formulation. Ne négligeons pas l'effet normatif des termes utilisés dans les circulaires. Un choix de mots judicieux calme parfois les humeurs belliqueuses ou chafouine par un « c'est comme ça », et pas autrement un peu autoritaire mais de bonne aloi. D'autant plus si la circulaire s'inscrit dans le courant du CAIR. Le concept de scolarité fragile installerait au cœur de l'école, au-delà du droit à la différence, la réalité des différences, leur fécondité. Depuis la loi sur la scolarisation des enfants handicapés, les établissements ordinaires accueillent de nouveaux élèves, autrefois relégués dans des institutions. Cette éclosion des différences pose naturellement de nombreux problèmes éducatifs, mais elle apporte une vision de l'homme plus complète, accroît la tolérance, fait baisser les peurs en rassurant tout un chacun sur le caractère acceptable voire sympathique de ses petites ou grandes bizarreries, de ses travers. Voici quelque temps qu'on entend moins les cours d'école résonner d'injures comme taré ou gogol. Depuis le temps qu'elle réfléchit sur elle-même, l'éducation nationale devrait avoir repéré son propre mécanisme de progression. C'est lorsque le corps enseignant devient expert dans l'accompagnement des scolarités difficiles qu'il enseigne le mieux à tous les élèves. Pourquoi ne s'accorderait-elle pas sur une formulation comme celle des scolarités fragiles ? Pendant longtemps, seuls les établissements médicaux, les structures de l'éducation spéciale, de l'éducation surveillée, actuelle PJJ, disposaient de personnel spécialisé. Une certaine collégialité interprofessionnelle pouvait en théorie s'y faire jour. Toutefois, les préjugés corporatifs, les querelles d'école, la crainte du jugement des autres et la perversité des relations hiérarchiques ou interservices rendaient cette collégialité peu opératoire. Bien souvent chacun attendait la réunion de synthèse ou de service pour échanger avec les autres professionnels sur tel ou tel cas d'enfant. Et encore, c'était parce que le chef impulsait. Quant à collaborer avec les familles, c'était impensable. Autant pactiser avec l'ennemi sinon avec le diable. Il faut changer tout cela. À l'heure où le décloisonnement scolaire est imposé par la loi de 2005 sur la scolarisation en milieu ordinaire des enfants présentant des handicaps, la prise en charge sera collégiale ou ne sera pas. Parlons-nous, il le faut. Soyons enfin un nous. Dans la coopération éducative que nous voulons promouvoir, la relation de travail entre pédagogue et psychologue occupe une place charnière. Le second offre au premier ce que Lévin appelait un soutien au soutien, qui profite aux élèves par un effet multiplicateur. L'action du psychologue n'est plus contenue tout entière dans les entretiens individuels de conseil et de soutien avec l'enfant ou sa famille. Il devient psychologue aussi pour les enseignants, non pas comme un thérapeute, mais comme un collaborateur de leur soutien aux élèves. Quant aux familles, remercions-les de nous rendre visite malgré tant de réticences de la part de notre système scolaire, et disons-leur comme à des visiteurs sur le seuil de la porte, « Finissez donc d'enter, je vous prie. » Vers une pédagogie résiliente.
Les pédagogues n'ont pas attendu les lumières de la psychologie pour observer les enfants, analyser leur conduite d'apprentissage et modeler sur elle l'éducation qu'ils entendaient leur dispenser. Un bon éducateur est avant tout un bon clinicien. Montaigne, l'abbé de l'Épée, Rousseau, Pestalozzi, Makarenko, Freinet, Deligny, Boimard n'étaient ni médecins ni psychologues, contrairement à Itard, Séguin, Montessori, Claparède, De Crowley, Piaget, Kortchak, Wallon ou Guattari. Les œuvres des uns n'en font pas moins écho à celles des autres. Ils sont devenus des figures tutélaires de l'éducation. Leur art pédagogique, leur outillage didactique ont bien sûr recueilli les fruits de la psychologie de leur époque, bien avant qu'elle se diversifie en expérimentale, différentielle, gestaltiste, clinique, comportementale, neuronale. C'était un champ de savoir séduisant, qui semblait apporter des réponses plausibles aux questions soulevées par les apprentissages. Ils auraient pu se dire : à quoi bon s'échiner à interpréter, conjecturer, spéculer sur le sens des conduites des enfants anormaux, s'il suffisait d'appliquer les résultats des travaux psychologiques pour bâtir une séquence éducative crédible, c'est-à-dire falsifiable aux yeux de ces rationalistes militants ? Mais non, ils restèrent eux-mêmes des chercheurs et ce furent bien souvent eux les aiguillons de cette jeune science. Quant à la psychologie clinique et à la psychanalyse, leur influence se fera sentir, mais plus tard. Pourquoi ce succès rapide des psychologies empiriques dans le monde de l'éducation ? Et ce transfert plus frileux d'une psychologie fondée pourtant sur la relation intersubjective, la catharsis par la parole, l'étude fine des motivations secrètes et influentes de l'enfant et qui proposait une théorie complète du sujet. Le monde enseignant ne se croyait-il pas apte à se saisir de la théorie freudienne ? De l'enfant théorique à l'enfant réel. Si la pédagogie est une pratique qui attend encore sa théorie générale, le terme de science de l'éducation en désigne pathétiquement l'absence. Il faut reconnaître qu'elle a dû, pour émerger, venir à bout de maints discours péremptoires et brutaux chargés d'idéologies autoritaires. En se dégageant peu à peu des visées philosophiques et religieuses, les pionniers de l'éducation se sont éloignés de l'enfant théorique, réceptacle d'instruction et de savoir, sujet docile des bons modes de vie, des bons usages et plus tard avec les Durkheimiens, animal adressé à la férule du social. Imagination aidant, ils se sont sculptés des Émiles et se sont peints des bons sauvages. Mais lorsque les enfants sauvages, les vrais sont venus à leur rencontre, c'étaient des sourds-muets, des enfants loups. Ils n'étaient pas très sexy, ce n'étaient pas de jolis blondinets à bouclettes. Pourtant, plus et mieux que leurs contemporains, ils les ont reconnus comme les enfants des hommes et donc à éduquer comme tous les autres. Ces Bernard Palissy de l'éducation n'ont pas hésité à brûler dans le feu de la science leurs sculptures, leurs peintures de salon et les boucles blondes de leurs rêveries mièvres. Du début du XIXe siècle à la fin du XXe, tout s'enchaîne. Après avoir échafaudé l'éducation des disgraciés, vagabonds, sourds, muets, attardés, aveugles, nos pionniers s'attaquent aux enfants relégués, soi-disant débiles, déments ou déviants. Là où la jeune sociologie durkheimienne observe, classe, élabore une instruction publique fondée sur l'intériorisation à marche forcée de la contrainte sociale, la jeune médecine relève le défi concret des enfants différents, avec une foi inébranlable dans la science empirique et dans son propre art pédagogique. Le film L'enfant sauvage témoigne de cette ferveur éducative et de ses œillères. Ce n'est pas ici la flamme janséniste des Nicole, Pascal, Arnaud et des petites écoles de Port-Royal, mais celle des Lumières, des Labbé de l'Épée, Condorcet et Testu de Tracy. Cette distinction a-t-elle vraiment un sens ? Y a-t-il un clivage entre la pédagogie de ceux qui croient au ciel et celle des mécréants ? Guerre. En deçà des oppositions philosophiques et religieuses, les pionniers sont des humanistes, pareillement naïfs, pareillement imaginatifs et entreprenants, pareillement fraternels. Dans son film, Truffaut trouve à cicatriser ses propres blessures d'enfance en campant un gynitar opiniâtre comme il doit l'être pour avancer, mais également attentif et juste, à défaut d'être tendre. Il éclaire avec réalisme les difficultés où le docteur se plonge de lui-même en présence de cet enfant loup, qu'il appelle Victor, mais qu'il pourrait tout aussi bien nommer Anicet, Auguste ou Maxime, tant l'essentiel est pour lui d'affirmer la supériorité de l'esprit sur le destin. À ça, il paie de sa personne et de ses deniers notre courageux French teacher. Il partage la vie de son infortuné pupille comme le feront après lui, tant de pionniers, de Crowley, Guattari, Deligny. Il ne place pas ses enfants à l'assistance publique pour mieux rêver à son Émile.
Il ne philosophe pas, il agit. Il teste, il expérimente, il note, il consigne, avec l'humilité de l'artisan et l'orgueil fou du positiviste se croyant supérieur par l'esprit aux forces naturelles. Il entend faire plier les faits, non pas en les déniant, mais en les soumettant. Du reste, il soumet à son projet tous les moments de sa vie, enrôle sa gouvernante comme collaboratrice et ignore superbement qu'il reconstitue là une cellule familiale et que son projet inconscient est peut-être la paternité. Car de tous ses protégés, Victor est celui qui témoigne le plus clairement de l'absence de famille. Au fond, c'est bien cela que nos audacieux entrepreneurs en éducation auront encore à découvrir, à appliquer. Une réflexivité pédagogique qui les aiderait à y voir clair sur les relations qu'entretiennent dans leur esprit et dans leur cœur, le désir positiviste humaniste de soigner et d'éduquer, sans oublier cet autre désir plus secret de construire avec l'enfant une relation conforme à leurs fantasmes, qu'il s'agisse de la parentalité inassouvie, de la sortie d'un deuil, d'une répétition mortifère ou simplement du blues du nid vide. De l'ère du soupçon à la pédagogie clinique. Toute ambition progressiste rencontre un jour ou l'autre ses limites. Celles de la pédagogie nouvelle ou institutionnelle finiront par apparaître, mais tardivement et sous une espèce inattendue. L'obstacle que le pédagogue lui-même, par sa personnalité comme par son projet, oppose inconsciemment au développement de l'enfant jusqu'à y résister parfois. Pourquoi si tard ? Parce que l'ère du soupçon ne s'imposera qu'après les vagues de bouleversements culturels des années 60. S'y ajoutera la crise de l'école dans la France des années 1970. Crise de l'autorité patriarcale, du bâti scolaire, de la massification des études, de l'encalminage en cité de transit des familles immigrées, crise des savoirs, des modes de transmission. La pédagogie dominante, officielle, enseignée en école normale et plus tard en SUFOM puis en IUFM, envoyait elle aussi des signes alarmants d'inadaptation, au point de redonner à la pédagogie nouvelle tout son crédit et son attrait. L'ère du soupçon avait pris tout son temps avant de franchir l'enceinte de l'école. Dès la fin des années 20 en effet, les physiciens avaient découvert, consternés, que la matière opposait à l'observateur le terrible et définitif principe d'incertitude énoncé par Heisenberg. Cette irruption intempestive de l'observateur au cœur même de la mesure de vitesse, de masse et de position des particules, sonna le deuil de l'objectivité, au point de révolter les réalistes, dont Einstein. Bien au-delà des physiciens quantiques, le constat de l'irruption de l'observateur au cœur du phénomène observé colonisa des cénacles de la pensée aussi prestigieux que la psychologie avec la conflictualité intrapsychique développée par l'inconscient freudien. Le jeu est un autre de Rimbaud, puis la philosophie avec Bergson, Husserl et les phénoménologues contestant la séparation ontologique du sujet et du monde et parlant de coextension des deux réalités, puis enfin la sociologie, victime exsangue de l'apostrophe. Impérialisme marxiste et structuraliste et découvrant de nouvelles terres de suspicion avec Bourdieu, Passeron, Foucault, Morin. L'idée qu'au cœur de la relation pédagogique l'enseignant, le parent ne soit plus la référence, le donné, mais l'un des protagonistes, suspect de projection nocive qui plus est. L'idée qu'entre l'enfant et l'adulte, l'apprenant et son maître, il y a lieu de parler d'une transaction pédagogique, d'un échange, plutôt que d'une diffusion, voire d'une perfusion, voilà qui n'a pas fini de bouleverser, de choquer le monde enseignant. C'est bien cela dont traite la pédagogie clinique. Le train de lecture, de pensée, d'observation, d'échange et d'analyse auquel donne lieu un lien pédagogique conscient d'entrer dans la catégorie des transactions humaines. Transactions cognitives, émotionnelles, affectives, imaginaires et symboliques, usant de médiations sophistiquées, d'une sémiotique verbale et gestuelle complexe. Transactions naturelles et cependant éminemment sociales, donc susceptibles d'être étudiées par la palette des approches anthropologiques. Ne nous le cachons pas. Dans le marché euphémisé mais bien réel de la formation initiale et continue des enseignants, la part de la pédagogie clinique est mince, en comparaison de la didactique, de l'informatique, de la maîtrise du système éducatif et de ses instances. Même au chapitre de la gestion et de la résolution des conflits, elle fait pâle figure. Ce n'est plus la psychologie mais la pédagogie clinique qui est aujourd'hui la terre à arpenter, labourer puis semer. Pourquoi le monde de l'éducation et le monde carcéral sont-ils, en France, l'objet d'un évitement de la pensée et d'un recours systématique à l'émotionnel? La résilience.
Boris Cyrulnik a su développer les travaux des praticiens de la Tavistock Clinic de Londres, Bowlby, sur l'attachement primaire de l'enfant, son développement et son éventuelle résilience. Au sens où il l'entend, celle-ci résulte d'opérations psycho-affectives auxquelles on n'a accès qu'indirectement dans l'après-coup, par leurs effets. Nous proposons ici de donner à l'adjectif résilient une acception active aussi bien que passive. Si cet élève est résilient, c'est sans doute parce qu'il a croisé sur sa route un professeur résilient, c'est-à-dire désirant la résilience de son élève. Bien entendu, un professeur résilient ne peut escompter la résilience des élèves ayant une scolarité fragile. Il ne peut que l'espérer. Il y a ce qu'on veut, et puis il y a ce qu'on peut. Je parle bien de désir et non pas de pouvoir. Seul l'élève peut. Ces précisions permettent de cerner les caractéristiques de la pédagogie résiliente. Une pédagogie clinique où l'empathie apporte en continu à l'enseignant l'équilibre nécessaire entre lien affectif et vigilance cognitive, mais où sa pulsion d'aide apporte une motivation puissante et stable parce que constitutive de son moi professionnel au moins autant que sa pulsion de transmettre. Éloge du bricolage. Trop d'enfants endurent la souffrance engendrée par l'échec scolaire. Ce mal est un caillou dans le soulier de notre pays, invalidant le rêve républicain d'égalisation des chances par l'école. Les Français aimeraient retirer le caillou sans renoncer au rêve d'école, dont un simple oxymore souligne la déraison, égalitarisme méritocratique. La réalité oppose à un tel souhait une résistance opiniâtre. Soigner l'organisme qu'est l'école sans en modifier la physiologie s'avère irréaliste. Nous avons beau modifier les normes, les programmes, les horaires, les dispositifs de soutien, réaffecter les moyens, monter de nouvelles formations, abaisser les seuils, l'échec scolaire se joue des circulaires successives et développe de nouveaux symptômes. Aimer la réalité, est-ce si difficile ? Nous savons bien pourtant qu'injustice, malheur et imperfection ne sont pas des mots extérieurs au corps social, des sangsues dont nous pourrions le débarrasser en les lui arrachant. Nous savons que le tragique est une composante de la vie et qu'en prenant conscience de lui-même, l'homme a dû payer le prix, qu'il le nomme péché originel ou conscience malheureuse. Nous connaissons notre faiblesse constitutive, notre mortalité. Mais dès qu'il s'agit d'école, nous devenons incapables de tirer les conséquences raisonnables de notre humanité, de renoncer à terrasser l'échec scolaire, cette croisade perdue d'avance, pour adopter un programme pacifique et laborieux. Réduire progressivement l'échec scolaire aux inadaptations personnelles impossibles à amender. Ce serait un objectif déjà très ambitieux, un pas modeste mais considérable aurait dit Balin. Quant à empêcher l'école de creuser les différences, cet objectif, pourtant corollaire du précédent, n'est pas à notre portée, car si l'échec scolaire est en bonne part la somme des manquements de l'institution à l'adaptation de certains élèves, il est aussi la conséquence de l'inadaptation de l'école à tous les enfants qu'elle accueille. En cela, l'échec est aussi vieux que l'école. Le cartable trop lourd, les programmes démentiels et en patchwork, les horaires peu respectueux des rythmes biologiques, le calendrier absurde, l'immobilisation excessive des corps en position assise, l'évaluation unilatérale, la non-participation des parents à la vie de l'école, voilà quelques signes visibles de son dysfonctionnement. Soyons optimistes. L'importance accordée à l'acquisition de compétences autant que de connaissances, la démarche d'évaluation formative où il devient possible de faire une place réflexive à l'élève, voire même à sa famille, tout cela amorce une évolution plutôt favorable aux élèves. Mais on reste loin de l'adage de la réforme Jospin de 1989, l'élève au centre du système éducatif. Ce beau paradigme éducatif a bien du mal à s'inscrire dans l'action quotidienne des professionnels, s'il garde son charme et son mérite. Introduire au sein de l'école le PMD, le principe du moindre dégât. Le PMD part du postulat qu'à tout prendre, mieux vaut s'appuyer sur les ressources résilientes de l'enfant, les stimuler par des coups de pouce légers, que construire des usines à gaz visant à se convaincre qu'on a tout fait pour lui. C'est comme l'agriculture biologique, mieux vaut les soins attentifs et précis du jardinier que les raclages de sol des machines et les bombardements de pesticides du haut d'hélicoptères. Dans la peau de l'enfant, qui travaille auprès des enfants découvre rapidement qu'il gagne du temps et de l'énergie s'il met une sourdine à son quant à soi d'adulte, et s'il consent à tenir compte de ce qu'ils attendent, qu'on se mette à leur place plus encore qu'à leur portée. Ce ne peut être...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.